Salut à tous, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Sam, j'ai 45 ans et ça fait 13 ans que je vis au Japon, à Yokohama. Alors j'ai eu envie de faire un petit bilan de toutes ces années ici et de le partager avec vous. Je vais d'abord vous parler des choses que je suis content d'avoir faites ou que j'estime avoir réussi. Mais bien sûr, tout n'est pas parfait et avec le recul, je me dis qu'il y a des trucs que j'aurais sûrement pu faire autrement. Je vous dirai donc ce que je regrette et au passage, je vous donnerai quelques conseils qui vous aideront peut-être si vous voulez venir vivre ici. Une vidéo plutôt personnelle donc et vous vous reconnaîtrez pas forcément dans tout ce que je vais raconter, mais je pense qu'avoir le témoignage de quelqu'un qui est là depuis longtemps peut être utile. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais pas mal d'interviews sur la chaîne de Français qui habitent ici, pour vous montrer qu'il y a plein de profils et de façons différentes d'immigrer au Japon. Et que si c'est pas forcément le pays le plus ouvert niveau immigration, c'est rien de le dire, eh bien ça n'a rien d'impossible. Alors qu'est-ce que je pense avoir bien fait et de quoi est-ce que je suis satisfait? Eh bien, premier truc que j'ai jamais regretté une seule seconde, c'est simplement d'être venu ici. La France ne me convenait plus, et même si j'avais une situation très tranquille, j'étais fonctionnaire à Marseille, donc je vous laisse imaginer, j'étais pas vraiment heureux et après mon premier voyage au Japon, j'avais qu'une envie, c'était de revenir ici et d'y rester pour de bon. Déjà en voyage, je me suis tout de suite senti mieux au Japon qu'en France et en tant que résident, eh bien ça n'a pas du tout changé. Au contraire, tous les points positifs que j'avais ressentis en venant comme touriste, eh bien je les apprécie toujours au quotidien et honnêtement ça change la vie. La propreté, la sécurité, l'ambiance quand il y a des événements, la beauté des lieux un peu partout. J'ai l'impression qu'on peut se balader et on va toujours tomber sur un temple ou un endroit sympa à visiter. Et puis bien sûr il y a des choses complètement normales ici dont je pourrais plus me passer. Le calme partout, que ce soit dans les rues, dans les parcs ou dans les transports en commun, le respect, la gentillesse des gens, bref. C'est pas le thème de la vidéo, j'en avais déjà fait une il y a pile 2 ans sur les raisons pour lesquelles j'adorais toujours vivre ici. Je vais pas vous la refaire, je vous mettrai le lien à la fin de celle-ci, vous n'aurez qu'à cliquer si vous l'avez loupé. Je disais donc qu'être venu ici et avoir tout quitté, c'était le bon choix pour moi. Si je l'avais pas fait, je l'aurais sûrement regretté et je serais passé à côté de beaucoup de choses et de beaucoup d'expériences. Mais attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne dis pas que vous devez tout de suite mettre votre vie en France à la poubelle pour venir tenter votre chance au Japon, ni que vous allez forcément vous y plaire ou réussir à vous y intégrer. Si la vie ici me convient très bien, ce n'est pas le cas de tout le monde, il y a aussi pas mal de personnes qui viennent ici puis au bout de quelques mois ou quelques années sont blasées ou déprimées pour X ou Y raison. Ça peut être le boulot, ça peut être la solitude, la culture qui leur convient pas. Il y a plein de raisons, chaque cas est différent, alors à vous de peser le pour et le contre et d'évaluer les risques avant de vous lancer. Si vous en avez vraiment envie et que vous le pouvez, je vous conseille de venir vivre ici au moins quelques mois. Il vaut mieux se préparer, bien sûr, mais certaines personnes attendent de venir ici seulement si elles sont sûres et certaines d'avoir un visa permanent, un bon travail, un bon appartement, de trouver une femme ou un homme et de gagner au loto. Et j'exagère à peine. Alors c'est bien d'avoir des critères et des objectifs, bien sûr, mais il ne faut pas non plus que ça vous bloque et qu'à force d'attendre une situation parfaite, elle n'arrive jamais et que vous le regrettiez. Voilà, après je cherche à donner de leçons à personne, ça reste mon avis personnel et vous en faites ce que vous voulez. Un mot maintenant sur quelque chose que je pense avoir réussi mais qui semble gêner ou inquiéter certaines personnes, c'est l'intégration. Je me sens parfaitement intégré ici et je n'ai quasiment jamais eu l'impression d'être traité différemment. Et les rares fois où je l'ai été, c'était toujours pour avoir un traitement de faveur. Quand j'étais touriste ou que je venais d'arriver, il y a des gens dans la rue qui m'aidaient sans que je leur demande, qui s'intéressaient à moi ou qui me faisaient des compliments parce que j'étais simplement un étranger et en plus un Français. Mais après quelques temps ici, surtout quand on parle la langue et qu'on a une vie ennuyeuse comme la mienne, faut pas se mentir, eh ben on se fond plus ou moins dans la masse et personne ne me calcule plus. Et bien sûr, personne ne me parle en anglais. Tout le monde comprend tout de suite que je vis ici. Faut dire qu'à Yokohama, il y a très peu de touristes et j'ai pas le look ni le comportement d'un touriste au quotidien, donc ça joue aussi. Si je passais mes journées à Shibuya ou à Kyoto en Bermuda avec un sac à dos et des chaussures de rando, je suis à peu près sûr qu'on me parlerait en anglais. Évidemment, avoir un partenaire japonais ça aide, mais quand je suis seul, c'est-à-dire 90% du temps, c'est pas écrit sur mon front et pourtant j'ai jamais senti la moindre discrimination. À la limite, il y a que les enfants qui sont parfois curieux ou qui vont parler en anglais pour pratiquer 3 mots qu'ils ont appris à l'école, mais du côté des adultes, franchement, j'ai beau chercher, j'ai jamais ressenti la moindre discrimination négative ou le moindre comportement différent. Alors juste un truc, je précise pour les nouveaux que je suis prof de français et pas employé dans une société japonaise classique. Dans le monde du travail classique, on dira, c'est peut-être pas forcément un avantage d'être étranger et il y a peut-être des discriminations, mais dans mon boulot en tout cas, j'en ai aucune. Au final, à mon avis, être français au Japon, c'est plus un gros avantage qu'autre chose. Je sais pas pourquoi certains se plaignent et veulent absolument qu'on les considère comme des japonais alors qu'ils sont là depuis 2 ou 3 ans et qu'ils parlent un peu la langue. Moi, ça fait 13 ans, et même dans 30 ans, je me considérais toujours comme un Français, installé et intégré au Japon, et ça m'ira très bien. Je suis pas japonais, et j'ai pas envie qu'on me considère comme un japonais. J'en ai parlé à l'instant, j'enseigne le français à des japonais, surtout des adultes. 80-90% sont des femmes ou des personnes un peu âgées, et j'adore vraiment ce boulot, ça me convient très bien, et j'ai pu en vivre pendant ces 13 dernières années.
Je vais pas vous mentir, hein, j'ai pas commencé ça par vocation, mais juste par facilité. Quand on débarque ici, qu'on n'a pas de compétences particulières, comme c'était mon cas, hein, ben, c'est le métier le plus évident. Par contre, faire ça pendant quelques mois pour gagner un peu et survivre ici pendant son visa étudiant ou son PVT, c'est une chose, mais en faire une carrière et pouvoir en vivre, c'est assez différent. Donc je suis assez content et assez fier d'avoir réussi à en vivre correctement. Alors j'ai eu la chance de trouver un poste dans une école sérieuse tout de suite dès que j'ai cherché, et quelques cours en plus à droite à gauche pour compléter, et maintenant ben, je suis pas trop mal, même s'il y a des points négatifs évidemment. Mais pour moi, les points positifs sont largement majoritaires. C'est un boulot super intéressant, on est toujours en contact avec des Japonais, et en discutant avec eux, ben, on apprend plein de choses au final sur la culture et sur le pays. Donc j'ai jamais l'impression de travailler vraiment. Je vais jamais donner de cours en traînant les pieds. Il est évidemment arrivé que je tombe sur un ou deux élèves un peu difficiles, et il faut savoir rester patient, mais comme on n'a qu'une heure ou deux avec eux par semaine, c'est vraiment rien d'insurmontable, et la majorité des élèves sont motivés et adorables. Alors attention, prof de FLE, français langue étrangère au Japon, ou ailleurs d'ailleurs, ça ne conviendra pas à tout le monde. Mais si ça vous intéresse, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, donc je vous invite à les regarder avant de vous lancer. Dernier mot sur ce travail, il y a un truc dont je suis assez satisfait aussi, c'est que dès le début, j'ai choisi de me concentrer sur une seule école. J'ai eu pas mal de collègues qui bossaient 3 heures dans une école, 2 heures dans une autre, et qui s'épuisaient finalement dans les transports entre Tokyo, Yokohama ou ailleurs. L'avantage de faire ça, c'est qu'on peut rapidement arriver à un revenu correct, mais l'inconvénient, c'est que comme vous êtes toujours à droite à gauche, ben, les écoles seront un peu réticentes à vous proposer plus de classes. Et elles vous en proposeront une ou deux, mais vous refuserez parce que vous allez déjà ailleurs ou que vous serez trop fatigué. Donc pour se faire une carrière de prof dans une école de langue, d'après mon expérience en tout cas, il faut du temps. Et s'il y a une école où vous êtes bien, je vous conseille de la prioriser et au moins pendant les premières années, d'accepter tous les cours qu'on vous propose. Si vous en refusez un ou deux, il y a de fortes chances qu'on ne vous en propose plus et que ça aille à un autre prof plus dispo et prêt à s'investir dans cette école. Alors si vous avez un diplôme de FLE et que vous bossez dans un institut français ou dans des facs, des lycées privés, c'est différent. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo du jour. Alors on va enchaîner avec le dernier truc que je suis content d'avoir fait. C'est demander le visa de résident permanent dès que j'ai pu. Je vous conseille évidemment d'en faire autant. Ça vous évite la paperasse tous les 3 ou 5 ans pour renouveler votre visa de travail ou d'époux. Puisque pour le visa permanent, il faut juste renouveler la carte de résident tous les 7 ans. Il suffit d'un formulaire, vous allez à l'immigration, une photo, un passeport, et en moins d'une heure, c'est réglé. Vous repartez avec votre carte et vous êtes peinard pour les 7 années à venir. Ce visa ne va pas changer votre vie et les gens ne vont pas vous regarder différemment, mais si vous voulez chercher un travail, ça va forcément rassurer un employeur. Et si vous voulez prendre un crédit pour acheter un logement, c'est la première chose qu'on va vous demander. Et puis, une fois le visa permanent en main, même si vous perdez votre boulot ou que vous divorcez, ce qui peut arriver, vous pouvez rester au Japon. Bref, si vous voulez devenir propriétaire ou ne plus jamais repartir d'ici après quelques années, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Passons maintenant au truc que je regrette un peu. D'abord, ça va pas être très original, mais j'aurais vraiment aimé venir au Japon plus jeune. J'avais presque 30 ans pour mon premier voyage et je suis venu y vivre après mes 32 ans. Donc déjà, j'ai pas pu profiter du visa vacances-travail. En plus, quand on a passé un certain âge, on a moins de facilité à apprendre une langue. Et quand on a déjà bossé plusieurs années en France, ça pique un peu de retourner sur les bancs de l'école. Mais d'un autre côté, il y a aussi des avantages. On a plus d'expérience et de moyens financiers. Donc ça aide aussi à venir et à rester ici. Dans mon cas, je regrette quand même de ne pas être venu 10 ans plus tôt. Alors ne faites pas comme moi et si vous pouvez, venez le plus tôt possible. En parlant d'apprendre le japonais, un de mes plus gros regrets, c'est justement de ne pas l'avoir étudié plus longtemps. J'en ai parlé récemment dans quelques interviews, à Osaka avec Julien ou avec Lionel à Kyoto, mais une fois sorti de l'école, avec le boulot et la famille, ça devient vraiment compliqué d'étudier sérieusement, à moins d'être ultra motivé. Et quand vous avez déjà un petit niveau qui vous permet de vous débrouiller au quotidien, de parler avec les Japonais, bien sûr, la motivation est quand même très dure à trouver. Perso, j'ai passé 15 mois dans une école de japonais, j'ai eu le JLPT N2 après être sorti de l'école, mais si c'était à refaire, je resterais une année supplémentaire pour avoir le N1 ou au moins le niveau N1. Alors bien sûr, à l'époque, c'est surtout parce que j'avais pas les moyens et je devais travailler pour pouvoir rester ici. Mais si j'avais mieux préparé mon immigration et économisé plus longtemps avant de venir, j'aurais pu le faire. Si vous comptez pas faire votre vie ici, je vous conseille pas forcément d'investir autant de temps et d'argent pour seulement 4 ou 5 ans sur place. Mais si vous avez l'intention de rester ici toute votre vie, de fonder une famille, je pense que c'est un investissement vraiment nécessaire. Si vous avez vu certaines de mes interviews en japonais, ça va, je me débrouille pas trop mal pour discuter et mon niveau est plutôt bon. Mais plus le temps passe et plus je sens que mon niveau est insuffisant au final pour pas mal de trucs. Je peux absolument pas lire le journal ou des livres en japonais,
même des magazines ou des mangas, je comprends pas tout. Donc c'est déjà toute une partie de la culture à côté de laquelle je passe. Ensuite, quand je tombe sur des infos à la télévision ou sur des news sur internet, je comprends à peine de quoi ça parle. Il me manque énormément de vocabulaire et de kanji pour pouvoir au moins déchiffrer les titres et comprendre le thème. C'est pas catastrophique bien sûr, il y a des sites en anglais, mais il arrive aussi souvent que je comprenne pas un truc que les personnes autour de moi ont compris et que je doive demander des explications. C'est pas gênant quand on débarque, mais après 13 ans ici, c'est quand même un peu relou. Et j'ai souvent l'impression d'être comme un gamin dans ces cas-là, qui n'est pas indépendant et qui a besoin de l'aide des autres. Et c'est assez fatigant. Une autre situation où c'est embêtant, c'est quand mon fils de 7 ans me reprend en japonais ou m'apprend des trucs. Et vous vous doutez bien que ça ne va pas s'arranger avec les années qui passent. Je ne pourrai pas l'aider dans ses études et il arrivera de plus en plus que je ne comprenne pas simplement certains trucs dont il parlera. Donc c'est quand même vraiment relou de ne pas comprendre tout ce que son propre enfant nous dit. Autre domaine où le japonais va probablement vous servir, c'est pour trouver du boulot. Ça va dépendre de vos qualifications et de votre métier, bien sûr, mais dans l'immense majorité des cas, avoir un bon niveau de japonais sera important pour trouver un travail. Ça vous donnera accès à plus de postes et ça vous permettra d'être engagé par rapport à quelqu'un qui ne parlerait pas la langue, par exemple. Encore récemment, il y a un collègue prof de français qui n'a pas eu un poste dans une fac parce que son niveau de japonais était plus faible que l'autre candidat. Enfin, avoir un meilleur niveau de japonais vous aidera dans vos relations sur place, que ce soit avec vos élèves, vos collègues ou votre futur partenaire. Même si vous avez une relation sérieuse avec un japonais ou une japonaise qui parle français ou anglais, ça sera beaucoup plus simple pour vous deux si vous parlez bien japonais. Dans le couple déjà, puis avec la famille, avec les amis, au quotidien, pour s'occuper des trucs de la maison, appeler la banque, résilier un contrat, téléphoner au service client quand il y a internet qui marche pas. C'est pas les occasions qui manquent de parler japonais. Et si votre niveau est trop faible, vous n'allez rien pouvoir faire seul et vous devrez constamment demander à l'autre de tout faire, ce qui est peut-être assez chiant pour lui ou pour elle, et lui donner l'impression d'avoir quelqu'un d'un peu inutile à la maison. Alors c'est un peu fort comme mot, inutile, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ah, et pour draguer et pour s'amuser, j'ai jamais testé, donc je sais pas trop, mais je pense quand même que ce sera toujours un gros plus par rapport à quelqu'un qui parle juste anglais ou juste français. Tout le monde ne parle pas ces deux langues, loin de là, donc sans parler japonais, ça vous limitera énormément. Et en plus, les Japonais adorent quand un étranger parle japonais, même si c'est pas couramment, même si c'est quelques mots. Donc mon plus gros conseil, c'est de passer du temps, de l'énergie et de l'argent dans vos études de japonais. Ce ne sera jamais perdu. Et si vous ne le faites pas, je pense qu'au bout d'un moment, vous serez comme moi et vous le regretterez. On va maintenant parler un peu d'argent. Parce que oui, la vie au Japon, c'est super cool, mais c'est surtout vrai si vous avez les moyens d'en profiter. Je sais, peu importe le pays, il vaut toujours mieux être blindé que fauché. On est d'accord, mais je pense que c'est encore plus vrai ici, je vous explique. Non seulement pas mal de trucs coûtent cher, j'y reviens dans un instant, mais en plus quand on habite dans une grande ville comme Yokohama ou Tokyo, il y a énormément de tentations et tout pousse à la consommation. Sérieux, si vous trouvez déjà que la France est une société de consommation, ne venez pas vivre dans une grande ville japonaise, vous allez péter un câble. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais la consommation intérieure est importante pour l'économie. Tout est fait pour la stimuler et pour pousser les Japonais qui adorent épargner à dépenser toujours plus leur argent. Dans les centres-villes déjà vous avez une concentration mais hallucinante de boutiques, de restaurants, de cafés. On a l'impression qu'il y a toujours des campagnes de promo, des soldes, des offres spéciales, ça n'arrête jamais. C'est pas toujours intéressant en plus mais on est toujours tenté. Et même si vous n'êtes pas trop shopping comme moi ou pas du tout, mais que vous aimez bien manger, alors là c'est infernal. Où vous alliez, il y a de bons cafés, il y a des bons plats déjà tout prêts qui n'attendent que vous et votre portefeuille. Et comme tous les prix augmentent depuis quelques temps et que les salaires ne suivent pas vraiment, ça devient difficile pour pas mal de monde, japonais ou étrangers, et il faut faire des choix et des sacrifices. Par exemple, si vous voulez rentrer en France même une fois par an, vous avez plutôt intérêt de bien gagner votre vie ou de serrer la ceinture, surtout si vous payez le voyage pour toute la famille. Pour voyager en Shinkansen dans le pays, c'est pareil, c'est vraiment pas donné, et si vous êtes plusieurs, ça fait vite un très gros budget. Alors je sais qu'il y a l'avion ou d'autres moyens, mais selon où on va, c'est pas forcément intéressant au niveau temps de trajet, surtout avec des enfants. Du coup, à moins d'être à l'aise financièrement, vraiment à l'aise et de pouvoir économiser, les voyages dans le pays et à l'étranger sont très rares. Vous allez me dire, ouais mais Sam, tu dis ça, mais il y a un mois, tu es allé à Kyoto et Osaka. C'est vrai, mais ça faisait plus de 10 ans que je n'avais pas fait un petit voyage comme ça. Tout simplement parce que j'avais pas les moyens d'y aller, surtout en famille. Donc cette fois, j'y suis resté 2 nuits et surtout, j'y suis allé seul et hors saison. Alors je fais pas mon Calimero non plus, je suis pas à plaindre. J'ai choisi de privilégier ma maison et mon quotidien au voyage et j'assume. Mais c'est vrai aussi que si j'avais plus de marge, j'aimerais vraiment profiter du pays. Là, je peux pas du tout le faire et c'est vraiment frustrant. Tous les touristes que je rencontre pendant mes visites guidées ou mes soirées franco-japonaises ont visité plein d'endroits où j'ai jamais mis les pieds alors que je vis ici depuis 13 ans. Mais comme je dis, il faut faire des choix si on gagne pas assez ou si on n'a pas une volonté d'acier pour résister à toutes les tentations du quotidien et manger seulement du riz blanc tous les jours. Avant de continuer, un petit mot sur les soirées franco-japonaises que j'organise dont je viens de parler.
Je pense que pas mal de monde va venir en mars, avril, mai au Japon, donc je commence déjà à planifier les soirées pour ces mois-là. Alors si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail assez vite, hein, vous aurez mon adresse et toutes les infos pour les soirées dans la description. Pour revenir au coût de la vie ici, un truc assez spécifique au Japon et pour lequel il vous faudra des revenus suffisants, je vais rien vous apprendre, mais c'est si vous voulez fonder une famille. Même si ça change et de plus en plus de femmes ont des carrières et des revenus, ça sera quand même plus simple de trouver quelqu'un et surtout de subvenir aux besoins de votre famille si vous avez un revenu au minimum dans la moyenne ou idéalement plus élevé. Alors c'est pas du tout que les femmes japonaises ne sont intéressées que par l'argent comme certains le laissent penser. C'est juste que l'éducation d'un enfant coûte cher. Vous l'avez déjà entendu ici et ailleurs. L'accouchement, ça coûte assez cher. Ensuite, vous devrez choisir entre le mettre à la crèche ou à l'école maternelle. Et selon vos revenus, là aussi, ça peut piquer et faire un gros trou dans votre budget. Dans le cas des crèches, il faut que les deux parents travaillent et le justifient régulièrement. Il faut trouver une place et vous paierez un montant en fonction de vos revenus. Ça peut être gratuit, mais ça peut aussi vous coûter un bras. L'avantage, c'est que les enfants peuvent être gardés toute la journée, ce qui permet de travailler à temps plein. Pour les écoles maternelles qui sont privées en grande majorité, le prix est fixe mais varie selon les écoles. Par contre, les cours finissent en début d'après-midi, donc il faudra soit payer un autre établissement pour garder l'enfant après, soit qu'un des deux parents ne bosse pas ou juste quelques heures le matin. Au primaire, même chanson. Mon fils est en première année dans le public et il finit soit à 13 h, soit à 14 h, ça dépend des jours. Il existe un système de garde dans l'école ou dans des établissements extérieurs qui gardent les enfants et s'en occupent vraiment en les aidant à faire les devoirs par exemple ou en faisant des activités, mais ça coûte aussi pas mal. Donc si votre salaire horaire est pas terrible, ça vaut pas forcément le coup de bosser juste pour payer les frais de garde. Enfin ici, il y a moins d'aides qu'en France, donc pour la plupart des gens, faut se débrouiller tout seul. Et c'est pour ça qu'il y a autant de travailleurs précaires au Japon, qui cumulent plusieurs petits boulots pour arriver à un salaire raisonnable. Et s'il faut plusieurs boulots pour avoir un salaire conséquent à la fin du mois, c'est aussi parce que le salaire horaire minimum est très faible. À Tokyo, c'est le plus haut du pays, c'est seulement 1113 yens par heure. Alors convertir ça en euros au taux actuel, ça n'a pas beaucoup de sens, mais si vous faites 40 heures par semaine, vous gagnerez seulement 180 000 yens par mois. Mais d'après les estimations officielles, le coût moyen de la vie pour une personne qui vit seule à Tokyo, c'est 140 000 yens par mois. Et c'est des chiffres pour des Japonais. Si vous êtes un étranger, vous connaîtrez moins de bons plans, vous n'aurez pas votre famille pour vous aider, vous serez plus tenté, et vous en aurez sûrement vite marre d'être venu au Japon, mais de rien pouvoir faire sur place. Ce qui m'amène à un autre regret, même si tout à l'heure j'ai dit que j'étais très satisfait de ma carrière de prof, c'est vrai aussi que financièrement, c'est pas idéal, et que je regrette un peu de m'être reposé sur mes lauriers pendant longtemps. Puis le Covid a pas du tout aidé, j'ai perdu pas mal de cours, et dans les écoles de français, ça a quand même laissé des traces qui mettront pas mal de temps à s'effacer. J'aurais dû passer des diplômes de FLE quand j'ai commencé ce métier, parce que maintenant, en plus du prix, j'ai ni le temps ni l'envie d'étudier un an pour avoir un diplôme, mais le truc c'est que beaucoup de postes demandent un master. Résultat, je ne peux pas postuler dans des lycées privés ou des facs, à moins d'y connaître quelqu'un qui me recommande pour le poste. Et là, j'arrive parfois à passer entre les mailles du filet. Mais sinon, mes choix sont assez limités. Dernier point que je regrette et j'espère que vous ne ferez pas la même erreur, c'est de ne pas m'être fait un réseau de connaissances et de m'être complètement isolé des Français installés ici pendant très longtemps. En arrivant ici, je voulais pas de contact avec d'autres Français, je voulais rester qu'avec des Japonais et j'étais très heureux avec ma famille et mes élèves japonais en tant que prof. Bien sûr, en étant prof de français, j'ai des collègues français, donc ça me suffisait aussi largement, j'avais pas envie de parler français toute la journée et aussi le week-end et les vacances de voir d'autres Français. Sinon, je restais en France, ça revenait au même. Mais depuis que j'ai commencé cette chaîne, j'ai rencontré pas mal de monde. Non seulement ça fait plaisir de parler et de partager avec des gens installés ici, que ce soit lors des soirées franco-japonaises ou quand j'interviewe des Français installés ici depuis longtemps, j'apprends plein de choses à chaque fois et tout le monde est très sympa. Donc j'ai enfin une petite vie sociale, ce qui n'était pas le cas pendant plus de 10 ans. Je revois pas tout le monde évidemment, il y a des affinités bien sûr, mais avoir des contacts avec des personnes de profils et milieux différents, c'est toujours enrichissant et c'est toujours utile, surtout ici. En plus de sortir et de passer des bons moments, on peut entendre parler d'un boulot par quelqu'un, demander des conseils, échanger des tuyaux, on peut participer à des événements auxquels on ne serait jamais allé seul. Bref, je suis vraiment content d'avoir rencontré autant de gens cool et je regrette de m'être complètement coupé du monde jusqu'à récemment. Ne restez pas enfermés chez vous en arrivant ici. Rencontrez des Japonais à travers des activités, mais aussi des Français ou d'autres étrangers installés ici. Le bouche à oreille et les connexions, ça peut aussi vous aider à mieux profiter de la vie et ça peut vous ouvrir des portes professionnellement. Voilà pour ce bilan de mes 13 ans ici. Comme vous l'avez compris, même si j'ai quelques regrets, je suis toujours aussi heureux au Japon et j'ai aucune envie d'en partir. C'était clairement la bonne décision pour moi, donc je vous encourage à venir, mais sans croire non plus que ce sera le paradis et que tous vos problèmes vont disparaître. Ici comme ailleurs, on bosse, on est fatigué, on fait les courses, on paye des impôts et parfois on galère. C'est pas la fête tous les jours
Et sauf exception, vous n'allez pas pouvoir faire des choses incroyables tous les jours, visiter à droite à gauche si vous êtes résident. Donc renseignez-vous bien, venez 1 ou 2 fois pour vous faire votre propre idée sur place, apprenez le japonais et puis lancez-vous. Certains d'entre vous ne se feront pas à la vie ici et rentreront au bout de quelques temps. D'autres, hélas, voudront rester mais ne trouveront pas de moyen de le faire. Mais j'espère que vous serez aussi quelques-uns ou quelques-unes à venir ici et à y faire votre vie. Il faudra de la motivation, de la préparation, investir du temps et de l'argent, comme j'ai dit, mais le Japon vaut vraiment la peine. C'est un pays incroyable, la majorité des gens sont adorables. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Je ne veux pas vous vendre du rêve ni vous décourager, mais juste vous partager mon expérience au cours de ces 13 ans au Japon et j'espère que cette vidéo y sera arrivée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt pour d'autres vidéos sur le Japon. Salut!